On va donc laisser la parole tout de suite à Madame Chaumin pour qu'elle nous pose un peu le contexte en Occitanie. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais en ouverture tout à l'heure, les ISS est un sujet prioritaire pour l'Occitanie, prioritaire dans notre PRS. Et il y a eu la mise en place du groupe cette année, c'est ce début d'année 2024, un groupe créé par le directeur général de l'ARS Occitanie et par la CRSA. Et le président de ce groupe de travail, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, c'est monsieur le docteur Paubert, qui est président du CTS 09, qui a accepté la présidence et je le remercie. C'est pour ça qu'il est à côté de moi là. Donc la première réunion, donc, elle a eu lieu en janvier. Alors j'ai oublié de vous dire, les participants de ce groupe, donc il y a des universitaires, des personnalités qualifiées, il y a des institutions, il y a par exemple l'ADRETS, il y a l'assurance maladie, régime général et la MSA, il y a des élus ici présents, il y a des professionnels de santé, il y a des usagers. Donc la première séance en janvier, c'était pour définir le cadre de travail et le programme. Les missions confiées au groupe sont clairement définies par une décision du DG de l'ARS, donc c'est initier des échanges intersectoriels sur les ISS, permettre une culture commune sur le sujet, et émettre des recommandations pour construire des politiques publiques prometteuses. Sont ainsi attendues une meilleure coordination et une mise en synergie des politiques publiques pouvant agir sur les ISS. Donc le docteur Paubert complétera, mais le constat lors de cette première réunion, il y a eu un constat du groupe de travail sur une méconnaissance générale, on l'a un peu dit ce matin, méconnaissance générale des ISS, avec notamment une double confusion fréquente entre inégalité d'accès aux soins et les inégalités sociales de santé d'une part, et inégalité sociale de santé et précarité d'autre part. Et le groupe de travail a établi un programme de travail ambitieux. Ce programme de travail prévoit la sensibilisation des élus locaux, des professionnels de santé, les commissions de la CRSA, les membres de la CRSA aussi, et la création d'outils méthodologiques pour intégrer la problématique des ISS. Ça n'a pas été dit ce matin, j'ai failli intervenir, mais sur les élus, on a les contrats locaux de santé, qui sont un vecteur très important. Et un troisième sujet dans ce programme de travail, qui est sur le public agricole, axé sur la prévention et la prise en compte des expositions et des conditions de vie. Voilà ce que je peux dire en introduction. Docteur Paubert, si vous voulez juste un peu compléter cette introduction, c'est à vous. Non, il ne veut pas, le monsieur. D'accord. Bon, allez, voilà, donc fini pour l'introduction. Merci beaucoup, Madame Chaumin. Merci pour cette introduction. On va commencer par une première question. Alors, deux questions en une. Je vais peut-être donner la parole à Madame Hochdel. Quelle est votre approche des ISTS? Et quand je parle de votre approche, c'est celle, bien entendu, de votre structure. Et puis, quelles sont les complémentarités avec les autres acteurs, et notamment dans le cadre du groupe de travail, mais peut-être d'autres dispositifs? Merci pour cette parole. Peut-être que c'est important, c'est d'abord de redéfinir d'où je parle. Donc, je représente la Fédération des acteurs de la solidarité, une fédération qui réunit essentiellement des associations, 130 en région, qui œuvrent auprès et avec des personnes concernées par des situations de pauvreté sur le volet hébergement, logement, accès à la santé et emploi. C'est important de rappeler ça. Et donc nous, en tant que fédération, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, un plaidoyer fort. Et l'essence même de notre plaidoyer, c'est d'avoir une vision globale de la personne et avec la personne. Donc justement, d'éviter, puisque les personnes, elles sont là avec les travailleurs sociaux dans leur totalité. Et donc, on a cette approche globale. Ce qui est aussi important, c'est que dans notre projet fédéral, qui est notre structure, notre structuration, le premier axe, c'est la conquête de nouveaux droits et rendre effectifs les droits qui existent. Et notamment essentiellement par la lutte contre le non-recours et tout en assurant aussi un accès aux droits communs, notamment par la santé. Donc c'est notre approche, elle est forcément globale. Nous ne sommes pas un acteur de la santé spécifique. Certains de nos adhérents ont des actions santé spécifiques, mais on a cette approche tout à fait générale. Et
lutter contre le non-recours, c'est bien faire connaître et reconnaître les droits. Ça reprend un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les différentes notions d'empowerment. On aime bien le mot pouvoir d'agir parce que c'est très clair en français. On voit bien ce que ça veut dire. Et donc, naturellement, pour faciliter l'accès et la reconnaissance des droits, il y a la mobilisation des personnes concernées. Ce sont les premiers acteurs. En effet, ce ne sont pas des consommateurs, ce sont bien des acteurs de leur propre santé. Il y a la sensibilisation de l'environnement. Alors, on est plutôt sur le volet peut-être communautaire. Et puis, la sensibilisation, le travail avec les institutions. C'est comment on peut agir sur les institutions, puisqu'il ne s'agit pas de forcément demander aux personnes concernées de participer à un système, mais bien de pouvoir faire bouger les lignes du système. Et si on veut faire bouger les lignes du système, il faut qu'on puisse chacun modifier notre mode de fonctionnement. Et pour ça, on a, nous, en tant que fédération, auprès des institutions, des actions, alors peut-être assez réduites, mais où on essaie de faire bouger les lignes. On est sur de la sensibilisation aux questions de participation globale, d'ailleurs pas uniquement dans le secteur de la santé. On le fait sur des formations, peut-être peu à l'égard des élus, parce que c'est un public, vous en parliez, qui est peut-être un peu plus difficile à capter, mais en tout cas sur des institutions, sur des professions médicales, alors plutôt intervenant dans notre chantier. Et ça, c'est la complémentarité de nos actions. Merci. Monsieur Paubert, est-ce que vous voulez répondre à la question? Oui. Que je répète, votre approche des ISTS et celle de vos structures, et peut-être en tant que président notamment du groupe de travail. Oui, j'avais envie de commencer par vous dire, il est midi moins le quart, vous êtes fatigué, donc les organisateurs ont trouvé un jeu, trouver l'intrus sur cette tribune. En fait, j'ai 2 défauts. Le premier, je ne suis expert de rien. Je suis médecin généraliste. J'ai exercé pendant 40 ans en Ariège et je me suis intéressé au sujet des inégalités sociales de santé. Et le deuxième, monsieur Tricot ne me contredira pas, c'est pas forcément une bonne idée de confier à un médecin le soin de travailler sur les inégalités sociales de santé. De façon plus sérieuse, je suis provocateur, mais de façon plus sérieuse, non. Ma présence à la tribune, à côté de Mme Chaumard, c'est d'abord et avant tout l'expression d'une volonté politique. Volonté politique de la direction de l'Agence régionale de santé de poser clairement la réduction des inégalités sociales de santé comme une priorité de santé publique. C'est écrit dans le projet régional de santé. On a fait le constat qu'on avait échoué lors de précédents et c'est clairement une volonté politique. Et la deuxième, le fait de me proposer de piloter un groupe de travail au sein de la CRSA. La CRSA, c'est la Conférence régionale santé autonomie. C'est l'expression de la démocratie en santé. C'est l'expression peu ou prou de tous ceux qui, peu ou prou en Occitanie, ont à un moment donné des choses à faire, des actions sur le domaine de la santé en général. Et donc, la CRSA a créé ce groupe de travail pour montrer là aussi que c'est une priorité de santé publique. Notre objectif, dans un premier temps, il est de permettre de diffuser la connaissance. On va partir de l'a priori que beaucoup de personnes ne sont pas informées sur ce que signifient les inégalités sociales de santé. Comme le disait Mme Chaumard, confondent inégalités sociales de santé, précarité, accès aux soins, santé, soins, etc. Et on va partir du principe que si la connaissance est diffusée, à un moment donné, chacun pourra, à son niveau de décision, quand il débute une action, se poser la question, je réfléchis, est-ce que la décision que je prends est de nature à aggraver, améliorer ou être neutre par rapport aux inégalités sociales de santé. Déjà, c'est un début. On ira plus loin plus tard. Je remercie M. Delpierre d'être présent auprès de nous et le discours, je l'ai entendu une dizaine de fois et je l'entendrai encore et j'apprends toujours des choses et merci. Mais ce discours, il a vocation vraiment à être diffusé pour faire qu'à un moment donné, tout le monde connaisse ces sujets. Voilà. Merci Monsieur Paubert pour la réponse à cette question. Peut-être pour enchaîner, Cathy, si tu veux répondre sur la même question. Oui. Sur la même question. Ça va être assez rapide parce que ça va être une synthèse de tout ce qui a été dit ce matin. Promotion Santé Occitanie, alors on a changé de nom pour ceux qui n'avaient pas vu, hein, c'était l'ex-IREPS Occitanie. Donc Promotion Santé... Vous avez entendu Christine Ferron aussi parler. Le cœur de notre action, elle est bien d'agir sur les déterminants de santé pour aboutir à une réduction ou au moins participer à la réduction des inégalités sociales de santé. Donc c'est tout le cœur de notre action au quotidien. Je vais pas prendre un temps fou parce que vous nous connaissez peut-être au quotidien. Alors on a 2 casquettes. On est
notre entité propre en tant que promotion santé, et on conduit des actions. Et puis, on est aussi association financée notamment par l'ARS pour conduire ce que disait aussi M. Paubert, pour participer, appuyer l'ARS au déploiement de sa politique de santé avec cet objectif transversal de réduire les inégalités sociales de santé. Et comme on est présent dans les territoires, forcément, on est au quotidien avec cet objectif-là. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on puisse aussi, à notre niveau en interne, poursuivre cette réflexion de dire, est-ce qu'à chaque niveau de mon action, est-ce que je suis vraiment dans les clous? Est-ce que j'ai vraiment réfléchi à faire une action participative, avec tout ce qu'a dit Christine? Je ne vais pas revenir à la promotion de la santé, c'est la fédération, c'est nous, on a les mêmes objectifs. Donc vraiment d'avoir cette vision prospective, de dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je peux me poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de creuser plutôt que de réduire? Et ça, c'est important que d'apporter la connaissance à tous autour de ces inégalités sociales. Et c'est comme ça, je ne répète pas tout ce qui a été dit ce matin. Voilà, merci. Merci beaucoup, Cathy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter alors, je le rappelle, peut-être votre approche sur les ISTS, votre structure globalement, mais aussi la complémentarité avec les autres acteurs. Est-ce que quelqu'un veut compléter autour de la table? Oui, je veux dire un mot par rapport à ce qui vient d'être dit, puis une discussion que j'ai eue en aparté avec mon collègue. C'est, comment dire, j'ai entendu intersectionnalité, où j'ai lu sur une diapo. C'est vrai que c'est très important. Je pense que un des problèmes qu'on rencontre, c'est que il y a une partition des actions, des acteurs, des institutions, ce qui est très filiarisé. C'est-à-dire que la première chose que commence à... On pourrait illustrer ça avec quelque chose qu'on entend souvent. Enfin, moi, je travaille avec des psychiatres. C'est la première question qui se pose, c'est du social ou c'est du médical, quoi. Voilà. Et je pense que c'est au départ de beaucoup de problèmes. C'est-à-dire cette spécialisation, ce travail qui est fait par les intervenants des différents champs professionnels, c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Alors que d'un point de vue, on va dire, historique, ça va choquer ce que je dis, mais le social et la santé, c'est la même chose. C'est juste, institutionnellement, on a construit des professionnalités, on en a besoin évidemment, des spécialistes, des institutions, mais ça enferme les acteurs dans un champ de vision, un champ d'action, et en fait, l'approche globale, ça devient impossible, quoi. Parce que le médecin, il fait la prescription. Le social, c'est pas son problème, quoi. Voilà. Et je pense qu'une partie du souci, il est là. Après, avec Cyril, on se disait peut-être qu'ici ou dans certaines enceintes, on prêche pour des convaincus. La question, c'est vraiment celle de la diffusion des connaissances, quoi. Voilà. Ça, c'est un vrai souci, parce que culturellement, ça va à l'encontre de beaucoup de choses. C'est-à-dire, enfin, ça remonte à loin. C'est le mythe, quand vous écoutez les médias, on nous parle tout le temps des progrès médicaux, et pas de problème avec ça, il n'y a pas de souci. Mais cette idée que si on va améliorer la santé de la population, c'est parce qu'il y a des héros, il y a des progrès médicaux, il y a une nouvelle machine, etc. Et donc, on perd de vue tout ce qu'on a raconté là ce matin. Voilà. Donc voilà, je voulais insister sur cette question. Ah oui, et puis si, j'ai parlé tout à l'heure de court-circuit logique. Je pense qu'un problème pour les élus sur les territoires, c'est que si on leur parle prévention et puis qu'ils finissent par comprendre qu'avant que l'action qui est mise en place, il faut 30 ans pour que ça donne des résultats, c'est pas payant électoralement. Alors que si un élu sur un territoire fait venir un médecin sur son territoire, là, il est sûr d'être élu, quoi. Donc on a aussi des problèmes de ce type, c'est-à-dire que quand on parle promotion de la santé, c'est du temps long. C'est du temps long, voilà. Et si vous dites sur un territoire, il faut donner la possibilité à des gens de correctement se nourrir, bien manger, pas seulement absorber des calories, comme on disait tout à l'heure avec quelqu'un. Bon, politiquement, je pense qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à défendre que d'autres. Voilà. Je pense que c'est un obstacle aussi, ça. Et juste un élément par rapport à votre question sur le lien avec les institutions. On a la chance en Occitanie d'avoir des liens de longue date. Alors je parle par exemple pour l'unité dont j'ai la responsabilité de travailler avec
promotion santé Occitanie depuis des années, avant l'IREPS, dans le cadre de formation, dans le cadre d'actions. Je vois des collègues de Santé publique France Occitanie avec qui on travaille aussi sur la thématique des inégalités depuis longtemps. Avec l'ARS, on a dit ça avait échoué, mais en fait pas sur les formations. On a fait des formations depuis des années. Quand je dis des années, ça va presque, pas tout à fait 10 ans, mais pas loin. Et donc en fait, on a des liens au sein de l'Occitanie entre la recherche et donc l'ARS, d'autres petites structures impliquées dans la surveillance ou dans la promotion de la santé. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Sans parler des liens que l'on a au sein même de la recherche entre les différentes disciplines que sont par exemple l'épidémio, la psycho et la socio. Avec François, ça fait des années qu'on travaille de manière complémentaire sur des mêmes problématiques. Ça aussi, c'est une chance, parce que ça permet d'avoir des regards différents sur un même objet. Et ça permet, à mon avis, de pouvoir progresser. Merci. Alors, peut-être 2 points par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce qui est sûr, c'est que la volonté politique est affichée à tous les niveaux. Alors, je vais parler surtout du niveau national que je connais mieux que les arcanes régionales. Mais en tout cas, si la volonté politique est affichée, on peut interroger quand même les actes. Les actes politiques qui sont posés au regard de la volonté qui est affichée. Et je voudrais prendre simplement 2 exemples. L'instauration, alors finalement qui ne donnera peut-être pas lieu à une concrétisation, mais qui a été envisagée quand même, des groupes de niveau à l'éducation nationale, alors que toutes les recherches sur le domaine montrent que ces groupes de niveau accroissent les inégalités sociales, les inégalités scolaires. On les met quand même en place, ça fait rien. Les rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie. On dispose quand même d'un certain nombre de rapports, comme ceux du HCSP, par exemple, du Haut Conseil de la Santé publique, qui montrent que ces rendez-vous présentent un risque très important de renforcement des inégalités sociales de santé, pour plein de raisons, notamment celles que ceux qui vont se rendre à ces rendez-vous sont ceux qui vont déjà régulièrement chez le médecin. Et donc, on risque d'accroître... ça fait rien, on les met quand même en place, et en fait, on passe très peu de temps à réfléchir sur ce qu'il faudrait mettre en place en amont et aussi en aval de ces rendez-vous pour qu'ils présentent au contraire une bonne chance de réduire les inégalités sociales de santé. Donc on voit bien là qu'il y a une problématique. On pourrait aborder aussi la problématique des programmes dits probants qui sont promus dans les actions de prévention et dont on peut s'interroger sur leur impact en termes d'inégalités sociales de santé, sauf qu'ils n'ont pas été évalués sous cet angle-là, évidemment. Enfin voilà, ça pose, à mon avis, plein de problèmes. Donc ce premier point, il me semble important à rappeler. Et le deuxième point, là, je voudrais rebondir sur ce que disait François. En fait, par rapport à l'universalisme proportionné, il me semble que l'une des difficultés que l'on a en France aujourd'hui, c'est que c'est l'universel, en fait, qui manque de plus en plus. Tout ce qui était, je vais prendre pour exemple, tout ce qui était les prises en charge, disons, les dispositifs de santé publique universelle que sont la protection maternelle et infantile, que sont la santé scolaire, que sont la santé au travail, etc., sont méthodologiquement détricotés depuis des décennies. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des services qui sont complètement exsangues. Donc voilà, ça c'était l'universalité, c'était l'universalisme. Et aujourd'hui, il est profondément mis à mal. Donc après, on peut parler aussi du ciblage, etc. Mais voilà, reprenons les bases et voyons qu'elles ne sont pas présentes. Donc par rapport à ça, effectivement, du plaidoyer, beaucoup de plaidoyer. Ne jamais se lasser d'aller mettre ces questions-là et ces contradictions-là sous le nez des politiques. Et puis, tout le travail qui est fait dans notre réseau, que j'ai envie de résumer comme une opérationnalisation des concepts. C'est-à-dire, voilà, on sait les concepts. Connaître la théorie, ça n'est pas suffisant pour agir. Il faut être accompagné, en fait, dans la transposition pratique de ces concepts. Et c'est ce que nous faisons au travers de nos formations, nos conseils méthodologiques, la documentation, l'animation de groupes de travail, etc., etc. Et il en va de même pour ces questions autour des inégalités sociales de santé, de l'universalisme proportionné. C'est vraiment un effort d'opérationnalisation de ces concepts-là qui est fait dans notre réseau.
Voilà, Alors, moi, je vais réagir rapidement sur les rendez-vous prévention. On l'a dit tout à l'heure, c'est quand même, enfin, je veux dire, jusqu'à présent, on parlait beaucoup de soins. Là, on parle de prévention. Donc c'est la première fois qu'on met en place, même si ce n'est pas parfait, ces rendez-vous de prévention. Bien sûr qu'on a peut-être le risque de créer des inégalités, mais je rappelle qu'on a la démarche de la population, enfin aux âges clés, aux quatre tranches d'âge, d'aller faire la démarche, mais on a aussi, et on est en train de le mettre en œuvre, l'Agence régionale de santé, avec les partenaires, les associations et les professionnels de santé, de faire de l'aller vers, d'aller chercher les personnes qui n'ont pas accès à ça, parce que c'est important aussi, parce qu'on sait très bien que les personnes qui savent iront sur Amélie faire leur questionnaire, mais nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher les personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas accès, pour qu'elles puissent aussi bénéficier du rendez-vous prévention. Merci pour toutes vos réponses avec une belle autorégulation du temps de parole. Vous êtes formidables. La deuxième question, et après on passera à un temps plutôt de questions-réponses. Alors certains l'ont déjà abordé, c'est finalement quel élément devrait être amélioré, mais aussi quel élément on pourrait mettre en place sur cette thématique. Quelle vision vous pouvez avoir, vous et votre structure, concernant cette thématique pour la suite finalement. Alors de manière presque humoristique, on a tout écrit dans nos plaidoyers, donc la prise en compte de nos plaidoyers serait certainement déjà un bon moyen. Mais il est souvent pris en compte. Je pense que ce qui est aussi important, et c'est ce qu'on vient d'échanger là sur les rendez-vous prévention, on a fait beaucoup d'efforts ces dernières années sur l'aller vers, et c'est quand même extrêmement intéressant. Mais peut-être qu'on a encore un effort à faire. Il ne s'agit pas d'aller vers les personnes. Tout à l'heure, on a dit qu'à un moment donné, des politiques trop ciblées étaient parfois rendaient des résultats différents. On a dit aussi qu'il ne faut pas non plus agir toujours sur les comportements individuels, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité, et culpabilisante très, très fortement. Peut-être ce qui est important, alors encore une fois, vous savez d'où je parle, mais c'est comment on adapte ces allers vers. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... il faut toujours qu'on se prémunisse de savoir... Il faut savoir qui est le sachant. Les techniciens, tout ça, font partie des sachants. Mais le public cible, les personnes, elles ont leur maîtrise, la technicité. Elles savent où elles vivent, elles savent ce qu'elles vivent. Et comment, et c'est tout un enjeu, on prend vraiment en compte, pas seulement la parole, mais aussi comment on réussit à construire avec les personnes, avec un groupe de personnes, ces méthodes d'aller vers pour qu'elles touchent leur cible en fait. Donc aller vers les personnes ne suffit pas, faut-il encore qu'elles aient envie de nous accueillir. Et pour qu'elles aient envie de nous accueillir, il faut un peu leur demander leur avis. Et c'est une clé sur laquelle on a encore collectivement beaucoup de progrès à faire parce que c'est assez complexe. Je te piquais la parole. C'est comme ça. Ça ne fait que commencer. Non, on construit en fait souvent, il l'a dit, hein, Cyril, on peut le redire. Vous venez de parler de co-construction, c'est pour ça que je rappuie un petit peu là-dessus. Je crois que, enfin, vous parlez d'aller vers aussi. En fait, on est en train de parler un peu de technique en promotion de la santé, de démarches, de choses comme ça. Je crois que l'aller vers, c'est un des moyens. Mais le tout, c'est, à mon sens, c'est qu'on puisse partager des éléments de langage. On l'a beaucoup fait dans le groupe ISS et vous le retrouverez dans le dossier de connaissances parce qu'on a travaillé sur un glossaire pour que tout le monde puisse savoir de quoi on parle, est-ce qu'on est d'accord sur le concept. Ça va favoriser la montée en connaissance des gens et à partir de là, on peut travailler sur la science des solutions et pas que celle des problèmes. Et le tout, c'est de le faire en co-construction. Voilà, je crois que si on peut faire tout ça, et en évaluant correctement, je reprends ce que vous disiez, Monsieur Sicot, il ne suffit pas de vouloir évaluer, mais c'est savoir... c'est quoi les critères d'évaluation? Pourquoi on le fait? Et est-ce que c'est pertinent? Parce qu'on peut se faire plaisir.
Oui, on peut se faire plaisir dans une évaluation, mais si on ne veut pas se faire plaisir, si on veut être objectif, il faut aller se faire un petit peu de mal, on va dire, dans les critères d'évaluation et voilà, et se remettre en question. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu tout ça, c'est du partage d'éléments de langage. Enfin bon, je ne répète pas tout ce que j'ai dit, j'espère que ça a été clair. Voilà, je te passe la parole. Juste un complément, la recherche, la co-construction ou la recherche participative, par exemple, dans le domaine de la recherche, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Donc ça reprend ce qu'a dit tout à l'heure François, travailler avec les populations concernées. Tout ça, je pense que c'est à développer partout. C'est présent à l'ARS, il y a toujours des représentants des patients, ça se fait, mais aussi de la société civile. C'est pas forcément simple de pouvoir représenter la société civile dans sa diversité. Voilà, c'était une parenthèse. Et pour répondre directement à votre question, je pense que vraiment, la priorité pour moi, si j'avais une baguette magique, c'est ce qu'a dit Christine. Il y a des services dont l'accès devrait être universel, la PMI. Je vous ai montré, c'est pas moi, mais on a montré dans la recherche que ça commence dès le début de la vie et que c'est probablement le plus efficient, c'est certainement le plus efficient d'intervenir tôt, voire même avant. Non, mais bien sûr, tu dis même avant, mais là, on va encore plus loin. Tu as raison, tu dis la grossesse, mais c'est même encore avant quand on regarde les données de la recherche, mais donc d'intervenir tôt, et donc finalement on pourrait tous avoir accès à la PMI, et donc ça implique d'augmenter les moyens pour que chaque famille soit visitée par les PMI, pour qu'après ensuite il y ait un programme qui soit proposé, peut-être rien s'il y a besoin de rien, mais des programmes qui pourraient être adaptés. Et le deuxième point, c'est vraiment, je rebondis sur l'aller vers, si on prend l'exemple des dépistages proposés, c'est proposé de manière universelle, donc l'idée est bonne. Là où le bas blesse, c'est la préparation pour ne pas que ça aggrave les inégalités. Ce qui veut dire que ça doit être absolument intégré dès le début de la conception. Ça ne l'est pas forcément tout le temps, mais des fois ça l'est. Et je finirai juste là-dessus. Sur les cancers, dépistage de cancer du col, c'est typiquement un dépistage. Moi, je travaille aussi sur le dépistage depuis longtemps. Cancer du sein, cancer colorectal. On n'a pas cette démarche qu'on a pour le cancer du col où les caisses peuvent aller contacter les personnes, les femmes qui n'auraient pas fait les tests ou les dépistages comme elles auraient dû le faire selon le calendrier. Il y a aussi la possibilité pour les médecins généralistes d'avoir ces listes de personnes qui n'ont pas fait les tests pour pouvoir les contacter, pour leur proposer le test, pour voir pourquoi elles ne l'ont pas fait. Donc c'est une façon de faire de l'aller vers qui permet par exemple, réduction d'inégalités qu'on n'a pas dans d'autres domaines dans lesquels on propose un dépistage et quand les personnes ne viennent pas, on n'a pas forcément la liste des personnes qui ne se sont pas présentées au dépistage. Ça ne veut pas dire qu'on va les obliger, qu'on va mais cette prise de contact est pour moi une chose qui peut permettre de réduire les inégalités. Donc de l'intégrer dès le début dans nos actions pour faire en sorte de ne pas aggraver les inégalités, c'est là où il faut absolument qu'on renforce, qu'on soit plus entendu. On ne peut pas penser un système, une proposition d'intervention sans penser son impact sur les inégalités. Sinon, le plus gros risque et le plus probable, c'est de les aggraver. Est-ce qu'on peut, sur l'aller vers, est-ce qu'on peut dire, ce serait ma position, je voulais savoir si elle était partagée, il s'agit d'aller vers des groupes aussi, des collectifs, parce que sur les territoires, il y a des collectifs, je connais un peu les QPV, ou sur les territoires ruraux, on sait qu'il y a des collectifs qui existent. Je citais tout à l'heure les groupes de personnes âgées, mais voilà, il y a des lieux où il y a des collectifs qui existent, qui se regroupent. Quand on va vers l'individu, on n'est pas sûr que quand il retourne dans son groupe, il transmette ce qu'il a été dit, ça soit possible, ça soit entendable, etc. Est-ce que l'aller vers, c'est pas aussi aller vers des collectifs qui existent déjà plutôt que vers des individus, quoi ? Merci, je vais profiter de ce micro pour corriger les propos que j'ai tenus. J'ai utilisé le mot échec qui était probablement trop lourd. Je vais le corriger par n'a pas atteint la totalité des objectifs attendus. Et pour moi, non, c'est très important pour moi parce que c'est d'abord respecter les personnes qui ont travaillé sur ces thématiques et je pense que mes propos étaient excessifs, donc je les corrige. Mais j'en profite pour dire aussi que peut-être que l'important, c'est que chaque fois qu'on met en place une action dans le domaine de la santé, et pas seulement des actions ciblées pour réduire les inégalités sociales de santé. Je parle de toutes les actions, quelles qu'elles soient, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer ? C'est tout. Je prends le micro. Alors, comme dirait le président de la République, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Voilà.
Nous avions la semaine dernière, enfin le 14 novembre, nous avons organisé nos assises nationales de la fédération sur le thème du plaidoyer en promotion de la santé. Et nous avons eu un intervenant qui est venu clôturer en fait la première journée, Paul-Loup Veille-Dubuc, qui a produit un ouvrage qu'il a intitulé L'injustice des inégalités sociales de santé. Paul-Loup Veille-Dubuc est philosophe. Et en fait, il nous a à la fois, disons, inspiré et interpellé dans sa façon de présenter les choses, en disant, mais au fond, les inégalités sociales de santé sont moins un problème qu'un symptôme d'un problème plus large, qui est celui de l'existence au sein de la société d'une hiérarchie des vies, et du fait que certaines vies n'auraient pas le même prix que les autres, et qu'un jugement de valeur serait porté sur les vies, qui ferait qu'en fait, pour une grande partie de la population, et probablement une grande partie également des politiques, de ceux qui prennent des décisions, eh bien, les inégalités sociales et les inégalités de santé sont en fait acceptables, parce qu'elles reposent justement sur cette vision qu'il existerait une hiérarchie des vies, que certaines auraient moins de valeur que les autres. Et le pire, évidemment, c'est quand cette hiérarchie des vies, elle est intériorisée par les personnes elles-mêmes et contribue justement à la limitation de leur pouvoir d'agir. Et en fait, ces réflexions nous invitaient à travailler en profondeur sur la question en fait des valeurs au sein de notre société, sur les représentations que nous avons de nous-mêmes, des différents groupes sociaux, des valeurs que nous accordons à certaines catégories de population, etc. Et pour répondre vraiment à la question, me semble-t-il, c'est vraiment vers quoi on devrait tendre pour pouvoir effectivement avoir un impact, non pas seulement sur les inégalités sociales comme un problème, mais sur les inégalités sociales comme le symptôme de quelque chose qui traverse notre société de manière encore plus profonde que celle-ci. Vous parlez d'injustice. Oui, c'est ça. D'injustice des inégalités. Voilà. Merci beaucoup. On va donner la parole à 2 personnes dans la salle et ensuite on passera un temps d'échange, un temps de questions. Pardon. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Pédisson, qui est commissaire régional à la lutte contre la pauvreté. Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région et j'ai en charge effectivement l'animation transversale de la politique de lutte contre la pauvreté. J'essaye de tourner le dos à personne. Qui effectivement recouvre une 60aine de thématiques, dont les inégalités sociales de santé. Je voulais vous dire deux mots rapides. Le premier peut-être c'est pour... aller dans votre sens, madame, mais remonter un peu plus loin et donner tort à Descartes, notre grand philosophe, qui a dit que quand un problème était compliqué, il fallait le séparer en petits problèmes pour les traiter un par un. Et ça a été transposé au XXe siècle par Taylor, qui a dit qu'en fait, on allait segmenter les choses et en fait, en perdant de vue la globalité des choses, on saucissonne le réel et on confie finalement à des métiers, des petits morceaux, qui font que chacun perd la globalité du tout. On peut également faire une référence aux 2 frères Prométhée et Épiméthée. Prométhée, c'est celui qui va voler le feu aux dieux. Épiméthée, c'est celui qui réagit toujours après. Et en fait, une société qui réagit, vous savez, action-réaction comme dans les choristes, et pas une société qui anticipe, qui pense la globalité, qui pense l'avenir et qui pense la complexité de notre monde. Alors, quand le président de la République a été élu pour son premier mandat en 2017, il a constaté que dans la lutte contre la pauvreté, on manquait de transversalité, qu'on avait tout en tuyau d'orgue, et donc il a créé à la fois une délégation interministérielle à Paris et des commissaires en province. Donc j'ai 4 ministres de tutelle, dont le ministre de la Santé, le ministre du Travail, le ministre des Solidarités et la secrétaire d'État chargée de l'enfance et des familles. J'utilise le pluriel haïtien. Et donc j'ai un grade de directeur régional, comme le directeur général de l'ARS ou le directeur régional de la DRED. C'est mon métier, c'est de travailler avec les autres, de désenclaver,
désenclaver et de désenclaver. Alors désenclaver les territoires, parce qu'on est très départementaliste en Occitanie, et moi je me félicite, merci Madame Choma, de cette journée qui permet de faire se rencontrer des territoires. Désenclaver des institutions, parce qu'on est très propriétaire, en gros, pousse-toi de là, c'est mon terrain de bille. Et puis les métiers. Et donc c'est très important ce qu'on fait aujourd'hui, même si probablement il faudra aussi qu'on désenclave et que la santé, on l'a bien vu avec vous messieurs, elle touche bien d'autres sujets que la santé elle-même, en tout cas au sens de l'OMS. Alors juste pour rebondir sur deux sujets très concrets, vous avez évoqué le sujet des PMI. Laurent Poquet, qui est maintenant parti à la retraite, disait on n'a peut-être pas tous les moyens, et je constate qu'il y a eu 300 postes qui ont été supprimés en matière de PMI en France depuis 10 ans. Peut-être qu'entre la médecine de ville, la PMI, la médecine scolaire, on a la possibilité de faire cet universalisme proportionné. Donc il faut interpeller les politiques, c'est vrai, mais rien n'empêche qu'on commence à se bouger ici et maintenant. Deuxième sujet, on va avoir une réunion en janvier, on en cherche la date, Madame Choma, entre le directeur général de l'ARS, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, le DRAF, le directeur régional des entreprises de l'emploi, du travail et des solidarités, le DRETS et moi-même, pour essayer de créer une synergie entre les contrats locaux de santé, approche territoriale de la santé, les PAT, programmes alimentaires territoriaux, le programme Mieux manger pour tous, les contrats locaux de solidarité, parce qu'aujourd'hui, l'État a des politiques publiques qui ne se parlent pas. Et donc sur le terrain, forcément, les acteurs ne se parlent pas eux-mêmes. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais je voulais vous dire qu'il faut à la fois qu'on soit dans l'anticipation, dans la stratégie, dans le désenclavement, mais aussi effectivement dans l'opérationnel. Et pardon, j'ai commencé à mettre sur les chaises du fond, mais j'ai retrouvé dans mon sac l'autre moitié, donc pour les personnes qui ne l'ont pas eu, la petite plaquette de présentation de la stratégie en région. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez réagir aux propos de M. Pélisson ou je peux enchaîner ? Alors je vais maintenant laisser la parole à M. Yvan Machetto, qui est représentant des médecins libéraux au sein de l'URPS. Oui, merci et félicitations pour cette journée, en tout cas la qualité de toutes ces interventions. Je tiens à remercier aussi Yves Faubert, qui est un ami de longue date et qui m'a fait toucher du doigt la connaissance des inégalités de santé. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que le constat qui a été fait aujourd'hui des 20 et des 25% à travers le discours de M. Delpierre et de M. Sicot, je l'ai avalé. Bon, digéré pas toujours bien, parce que je suis médecin généraliste depuis 40 ans, et donc il figure dans mon logiciel de santé, en tout cas dans mon interrogatoire pour chaque patient ou patiente ou patient, la profession, les conditions de vie, et ça met à peu près 2 secondes pour savoir un petit peu ce qui se passe. Bon, après, c'est vrai qu'on a parlé avec M. Delpierre, ça correspond peut-être à 55% des professionnels de santé. Je suis donc médecin généraliste, donc médecin du premier recours. Donc vous imaginez qu'il y a des rendez-vous incontournables, et on voit une grande partie de la population de notre territoire, en tout cas de quartier. Alors, une fois que j'ai dit ça, je me dis que la seule façon d'améliorer cette difficulté, c'est de créer une véritable mutualisation des acteurs, c'est-à-dire travailler avec toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui et dire comment on peut améliorer. À notre niveau, moi, au niveau du RPS médecin, j'ai pensé donc d'abord, premièrement, à faire un récit à mon président, donc Jean-Christophe Kahn, qui est le président de l'URPS médecin, et surtout d'intervenir au niveau du département de médecine générale. Parce que qui dit département de médecine générale dit au niveau du premier recours, faire savoir et faire savoir, donc comment donner chaque année aux étudiants, même de façon biannuelle, la connaissance. Déjà la connaissance. Parce que si l'existant n'est pas connu, on ne va pas avancer. Le deuxièmement, comment mobiliser les professionnels de santé, en tout cas au niveau du premier recours. Je l'ai dit, le département de médecine générale, les logiciels métiers, intervenir au niveau, de l'Interpro,
des communautés des CPTS et travailler avec les différents acteurs, que ce soit toutes les corps de métier, de santé, du médico-social. Voilà un petit peu comment on peut avancer et intervenir sur cette connaissance et ce travail de l'amélioration. J'ai été vraiment très interpellé par le discours de Madame Hochedel sur la disposition. Non, désolé, hein, désolé. Madame non, Ferron. mais je ne veux pas me tromper. C'est Madame Ferron, d'accord. Sur je dirais la notion de vie, c'est-à-dire comment la population peut considérer sa vie. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est un esprit philosophique. Ça, c'est bon. Au niveau médical, on est, comme vous l'avez dit, pas assez dans le préventif. Et je crois qu'il faut avancer là-dessus. Alors, en conclusion, je crois que notre travail au niveau des médecins du premier recours, je dirais avec le deuxième recours, bien sûr, puisqu'on est là pour cette intervention, c'est de faire savoir. Et une fois qu'on aura fait savoir, mutualiser, encore une fois, comme je l'ai dit dans le début de mon intervention, faire intervenir tous les acteurs. Voilà comment on va pouvoir avancer. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Macheteau. On va passer maintenant à un temps de questions. Donc, on a eu pas mal de questions qui sont arrivées. Donc, elles vont. On va en poser quelques-unes et puis, si le temps reste, c'est les questions que vous avez envoyées par le QR code et qu'on essaie de compiler pour pouvoir gagner du temps. Donc, j'ai une première question sur la question de l'aller vers. Qui est comment impliquer les personnes pour répondre au mieux à leurs besoins. Donc l'aller vers et la participation. Comment également impliquer les professionnels, notamment les professionnels de santé, dans cette question de la participation. Et puis ensuite, une fois l'aller vers, qu'est-ce qui se passe après ? Comment on accompagne parce que ça demande du temps et des moyens. Et comment est-ce qu'on, une fois qu'on a été en contact avec ces personnes, comment on va plus loin ? Je me lance. Je vais juste vous répondre par l'exemple d'un projet de recherche qu'on vient de commencer. On s'intéresse au dépistage des cancers, les trois, donc sein, colorectal et cancer du col, et avec une association qui s'appelle Voisins Malins, qui travaille dans les quartiers défavorisés, pour le dire simplement, de différentes villes. On travaille avec cette population pour pouvoir aller dans les quartiers, identifier des habitants de ces quartiers pour les accompagner dans la recherche qu'on souhaite mettre en place. Et ces personnes-là vont devenir elles-mêmes des acteurs pour pouvoir ensuite aller démarcher, faire du porte-à-porte dans le lieu dans lequel ils habitent pour pouvoir parler par exemple des dépistages. Donc tous les outils, toutes les questions qui seront posées seront construites avec ces habitants et ces populations dans les quartiers, de façon après à ensuite vérifier, mesurer, contrôler, évaluer que la population qui a été touchée par l'intervention a été faire ou pas les dépistages, et avec un accompagnement sur le terrain qui va perdurer, puisque ces associations, elles sont implantées dans les quartiers. Et là, je vous parle de quartiers à Marseille, de quartiers à Lyon, et donc c'est un exemple de recherche participative avec les personnes concernées, construite avec des associations de citoyens, pour pouvoir développer la pratique de dépistage dans les quartiers défavorisés. Donc pour moi, c'est un exemple de ce qu'il faudrait multiplier et étendre quand on s'intéresse par exemple à des interventions où on veut impliquer la population concernée dès le début. Et c'est pas simple, hein. On les appelle des co-chercheurs, ils n'ont pas de thèse, il y a certains collègues chercheurs qui sont un petit peu surpris de tout ça. Enfin, je rebondis sur ce que dit Cyril, puisque en Occitanie, alors nous, on est professionnels la plupart du temps en deuxième ligne, c'est-à-dire qu'on va aller accompagner les professionnels qui eux-mêmes iront au plus proche de leur public. Alors, quand je dis professionnels, c'est aussi des bénévoles, des assos, des élus, etc. Pour autant, donc, on voit un tas d'actions qu'on peut accompagner, nous, au niveau méthodologique, et on le voit plusieurs fois, effectivement, de pouvoir s'appuyer sur une asso qui est elle-même au plus près des publics cibles qu'on veut atteindre selon l'action, selon le déploiement de la politique qu'on souhaite. Donc j'ai l'exemple comme ça dans le Gers d'une grosse association qui s'appelle Gers Solidaire et qui fait beaucoup de choses comme ça et qui a mis en place des tiers-lieux pour pouvoir accueillir
de manière délocalisée, pas que sur une ville, pour faire aller le plus près possible dans les territoires les populations les plus vulnérables. Et par ce biais-là, ils sont connus pour tout ce qui est alimentation saine et durable pour les personnes les plus vulnérables, mais en même temps de déployer d'autres campagnes ou d'autres actions selon l'année. Je crois que ça, c'est important. Je dirais juste 2 choses de plus. Après, il y en a plein d'autres. Mais ce qui me semble important, ce qu'on fait, nous, au quotidien, c'est de l'animation territoriale. On se gargarise de ce terme-là. Le truc, c'est de mettre en relation les gens. Et c'est bien parce qu'on va mettre dans toutes nos techniques de travail, des groupes de travail, des journées comme aujourd'hui, où vous allez vous rencontrer, vous allez vous parler, où nous, on va vous mettre en lien les uns avec les autres, ce qui va permettre aussi au fil de l'eau, d'aller atteindre, parce qu'on va rencontrer une MSP de Nîmes là, qui va pouvoir conduire des actions au plus près de ces acteurs, une association qui est dans un autre domaine, mais du coup, tout le monde va pouvoir se parler. C'est vraiment, nous on le voit sur l'impact secondaire des groupes de travail, des formations, des journées comme celle-ci, ça fonctionne. Et nous, on a des retours en nous disant « merci de nous avoir présenté telle ou telle personne, parce que du coup, maintenant, on fait un truc en commun. » Et ça, je veux dire, c'est réel. Je ne l'ai pas cherché, on ne l'a pas validé, il n'y a rien de fait. En tout cas, au niveau expérientiel, ça fonctionne. La deuxième chose que je voulais dire, c'est forcément auprès des élus. Je suis assez d'accord avec ce que Cyril disait tout à l'heure, encore une fois. Il faut aller toucher le maire, d'une commune à l'échelle. On l'a beaucoup vu. Moi, je pose la question au niveau des élus, santé, des CLS. Ça fonctionne, mais il faut impulser. Mais c'est vrai à l'échelle d'une commune, comme ça peut être la même chose au niveau, je sais pas, d'un autre domaine, d'un club sportif ou d'autres domaines, voyez. Parce qu'à un moment donné, il faut impulser. Et c'est du plaidoyer, on revient toujours. Et c'est l'élément de langage. Et voilà, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut faire passer comme mot avec des mots percutants et pas conceptuels, théoriques. Alors, il y a une partie de la réponse qui sera apportée cet après-midi dans l'atelier sur la participation. Je ne dis pas ça parce que ça va être animé par un de mes collègues, mais quand même. Mais ce qui est aussi important, c'est... Alors, on parle de savoir expérientiel, mais à un moment donné, quand on veut travailler avec les gens, il y a une question de méthode. Et c'est pas simplement... on ne peut pas se suffire, on ne peut plus suffire de la question comment je fais pour toucher les gens. L'objectif, c'est quoi ? C'est bien, nos actions ont une visée de changer la situation des gens. C'est l'objectif de la politique publique qu'on veut mettre en œuvre. Et est-ce que nous, on aime de voir quelqu'un qui vient nous dire comment on change notre propre vie ? Il faut vraiment qu'on arrive à cette méthode permanente de se dire je ne peux pas agir avec un groupe de personnes sans que ce groupe de personnes soit acteur, parce qu'il est acteur de sa santé, parce qu'il est acteur de sa vie. Alors c'est à un certain moment une déconstruction de notre propre position, de sachant, voilà, on sait mieux parce qu'on a fait des études, mais il faut qu'on dépasse ça. Et ça, derrière, cette méthode, c'est aussi une question de formation, vous en parliez, de sensibilisation au long cours, pour qu'après ça infuse sur l'ensemble de l'élaboration de nos politiques publiques. Mais c'est ce déclenchement qui est extrêmement important. On ne peut pas agir pour les personnes sans elles. On ne peut pas agir... Alors, vous savez l'adage, si c'est fait sans moi, c'est fait contre moi. Et ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental. On a des expériences. En tout cas, la Fédération accompagne le Conseil représentatif des personnes accompagnées depuis une dizaine d'années. Et on a vu depuis cette dizaine d'années l'évolution de notre propre posture, nous, dans cet accompagnement. Et aujourd'hui, c'est un groupe composé de personnes au gré des années, mais qui a son autonomie, parce qu'à un moment donné, on reconnaît la compétence. Et encore une fois, il ne s'agit pas de permettre aux personnes d'intégrer notre système, mais de les rendre aussi acteurs, et à un moment donné, de les rendre... À un moment donné, ils peuvent bouger les lignes du secteur. Donc on ne peut pas... Voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on parte du sujet comment je fais pour atteindre la personne, comment je fais pour engager la personne, pour la faire participer. Je travaille avec elle, donc elle fait partie de la solution.
Je voulais rebondir et poursuivre la réponse à la question. Enfin, on a parlé des diagnostics locaux de santé, des contrats locaux de santé. Il me semble que c'est l'échelle à laquelle tout ce qu'on a raconté ce matin peut se traduire. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain avec les coordonnateurs? Est-ce qu'effectivement, ils savent tout ce qu'on raconte là? Et est-ce qu'ils arrivent à mettre en œuvre tout ce qu'on raconte, l'aller vers, sur la participation? Comment ils conçoivent les choses? Voilà, les ISS, a priori, je crois que l'ARS s'en préoccupe, c'est-à-dire mieux prendre en compte les ISS. L'universalisme proportionné, qu'est-ce que les coordonnateurs santé en savent? Et donc voilà, je me dis que là, il y a une échelle, il y a des dispositifs qui existent, qui ont une histoire derrière eux, qui sont la bonne échelle pour intervenir sur des territoires. Donc, est-ce que tout ce qu'on raconte là, est-ce que c'est suffisamment diffusé, compris, et qu'est-ce qui bloque si ce n'est pas le cas, quoi? Voilà. Est-ce qu'on a fait une évaluation de la manière dont sont réalisés les contrats locaux de santé, quoi? Je suis désolé, j'ai déjà du travail, hein, c'est pas pour moi. Alors, sur les contrats locaux de santé, Madame Joma revient, mais en tout cas, en attendant que Évangéline arrive, tout ce que je peux vous dire, c'est que juste pour parler des contrats locaux de santé, Promotion Santé et avec l'ensemble des chargés de projet qui sont présents sur les territoires accompagnent les coordinatrices en promotion de la santé et dans toutes leurs actions. Donc les élus, via les coordos, et Évangéline va pouvoir continuer. Allez. Je t'en prie, je parle de ce qu'on fait là, et en lien avec l'ARS aussi, sur une mission régionale, et je passe la main à Évangéline. Bonjour à tous et tous. Je me félicite de ce type d'initiative. Effectivement, donc là, je suis Évangéline Bonnereau, je suis référente régionale des contrats locaux de santé, donc à l'ARS, donc basée à Montpellier. Donc aujourd'hui en Occitanie, on a une quarantaine de CLS et là présentement on a 4 coordinatrices CLS. Je crois que je les ai toutes vues. Donc ce serait bien après que vous puissiez compléter mes propos et que vous puissiez partager votre regard sur les ISTS. C'est un vrai sujet. Alors on dit que l'objectif des contrats locaux de santé, c'est de réduire les inégalités sociales de santé. Et après, quand on a dit ça, comment on fait? Nous, au niveau régional, on travaille sur une animation avec l'ensemble des coordinateurs des CLS, donc les 46 présents sur le territoire, en lien avec chaque délégation départementale des ARS. On a une réflexion notamment sur le CLS Haut-Allier, donc avec Mara Brun qui est présente et qui pourra en dire 2 mots, en lien avec Monsieur Sicot, sur le projet de diagnostic, comment on prend en compte les ISTS dans le cadre d'un diagnostic. On en a parlé ce matin. À mon niveau, au niveau de la coordination régionale, on est quand même à une étape de réflexion. Aujourd'hui, on n'a pas de recette et on co-construit ensemble. Et pour répondre à la question, qu'est-ce que les coordinateurs CLS en savent? Moi, je ne sais pas. Je pense que c'est très hétérogène selon l'expérience des coordinatrices et coordinateurs. Je pense que la vision théorique est assez partagée. Mais comment on fait concrètement? Là, on est en train de travailler, donc grâce à Promo Santé Occitanie, sur des indicateurs pour évaluer une démarche, comment faire en sorte que la démarche CLS puisse contribuer à la réduction des ISTS. Donc encore une fois, une étape de réflexion et de co-construction avec les acteurs présents aujourd'hui. Voilà ce que je peux en dire. Mais en tout cas, je suis ravie que ce soit dit. Alors, en tout cas, ce qui est important, je suis contente quand on dit que c'est la bonne échelle. Ça, j'en suis persuadée. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de certitude et je n'ai pas de solution, moi, à mon niveau. Mais en tout cas, la seule certitude, c'est que pour moi, c'est la bonne échelle, les CLS. Et qu'aujourd'hui, si on veut travailler sur ce sujet, c'est à travers les CLS. Et décloisonner, travailler avec l'ensemble des institutions et de dire que finalement, en fait, quand on veut travailler sur la santé, il faut travailler au niveau social. Et le social, c'est aussi la santé. C'est une certitude. Et je pense que, je ne vais pas parler pour les coordinatrices, mais je pense que là, pour le coup, c'est partagé. Voilà. Merci. Une dernière question. Pardon. Peut-être les coordinatrices veulent
prendre la parole parce que je travaille à l'ARS et je ne suis pas coordinatrice CLS. Donc, j'invite... En fait, c'est un sujet qu'on va quand même aborder cet après-midi dans les ateliers, la question des CLS. Donc, on va juste prendre une dernière question et puis après, on va s'arrêter là pour aller manger. Parce que ça aussi, c'est quand même important. Donc voilà, une dernière question, Aurore, s'il te plaît. Oui, vous pourrez poursuivre les échanges en mangeant. Et je ne pourrais pas du coup poser toutes les questions, mais on les garde vos questions et on va y répondre a posteriori. Mais une question en lien, c'est par rapport au groupe de travail ISS. Est-ce que justement il a commencé à évoquer l'évolution des évaluations pour qu'elles soient capables d'interroger les ISTS? Et d'ailleurs, est-ce que c'est évaluable? Et toujours sur le groupe ISS, est-ce qu'il ne serait pas pertinent que les coordinateurs CLS soient représentés dans le groupe? Voilà. Excusez-moi, je vais commencer par la composition. La composition, je vous l'ai donnée un petit peu. La composition, elle est évolutive en fonction du travail du groupe et des questions qu'on se pose. Donc, à étudier, oui. À condition que le président soit d'accord. Le président est d'accord sur tout. Plus on est nombreux, mieux c'est. Donc je pense que si à un moment donné, le groupe, moi, me paraît, il y a un groupe, il y a je veux dire, un arrêté du directeur qui définit qui a le droit d'être là. Donc ces gens-là ont le droit. Mais inviter des personnes pour qu'elles puissent apporter des choses pertinentes, ça me paraît essentiel, quoi. Je veux dire. Après, sur la question de l'évaluation, je voudrais pas répondre là maintenant. Je crois que c'est important qu'à un moment donné, on ait un regard sur les ISS dans le domaine de toutes les évaluations des politiques de santé. Maintenant, qui doit se charger de ça, à quel niveau, avec quelles compétences et comment, là, je ne me permettrai pas de répondre aujourd'hui. Juste un élément sur l'évaluation. Alors sur les CLS, évidemment, on en parlait avec François, on parle de l'expérience de Marabrun. Il y a des années, j'ai fait une formation sur les inégalités en Lozère et de fil en aiguille. En plus, avec François a pris le relais. Et donc en fait, ça s'inscrit dans des années de collaboration pour pouvoir mettre en place ce qui a été mis en place là. Juste sur l'évaluation, je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Paubert, qui le fait, on peut être plusieurs à les faire, etc. Mais à l'échelle de l'ARS, il y a eu des évolutions, c'est-à-dire que toute action soutenue par l'ARS, pendant des années, dans ses critères d'évaluation, ne regardait pas quelle était la diversité sociale des participants. Aujourd'hui, c'est le cas. On a discuté il y a des années là encore sur quel type d'outils on pouvait utiliser quand on évalue par exemple le programme d'éducation thérapeutique pour la prise en charge du diabète. On pouvait s'arrêter au nombre de participants à ces ateliers. Aujourd'hui, on va aussi essayer de caractériser socialement les participants. Donc en fait, c'est un premier pas, mais ça n'existait pas avant et c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Et moi, je pense que ça va dans le bon sens. Vraiment. Alors, vous parlez presque à ma place. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que, bon, je ne sais pas répondre spécifiquement à la question, mais on a commencé à changer nos modalités de travail. On a M. Bess qui est arrivé, qui est un chargé de mission prévention auprès du directeur général, justement, pour nous aider à travailler mieux sur l'évaluation. Quels critères, quels indicateurs. Donc, c'était un travail qui est en cours. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la dernière prise de parole à Madame Niver-Boudou, directrice régionale d'Addiction France. Et on conclura cette table ronde sur ces propos. Alors, moi, j'ai écouté attentivement. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est au nom d'Addiction France et puis de femmes aussi engagées dans différentes structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai entendu parler de GERS solidaire. Moi, l'idée de mes propos, c'est plutôt d'essayer de prendre un peu de hauteur et de voir des passerelles et d'ouvrir, alors soit faire le pas de côté, soit ouvrir nos chakras, comme on veut en général. Déjà, moi, je rejoins alors juste Addiction France, une vieille dame qui a été fondée par deux scientifiques, et M. Pasteur et Claude Bernard. Donc, on a fêté nos 150 ans. Donc, on est en effet sur le volet de changer le regard des addictions et d'avoir une approche à 360 à partir de programmes probants / prometteurs. Ça aussi, c'est quelque chose à creuser. J'ai entendu ça tout au long de la matinée. On a parlé de levier de la socialisation primaire, secondaire, différents lieux, que ce soit l'école, que ce soit le milieu de l'entreprise, où en effet, c'est un moyen aussi d'aller vers et de grouper et d'aller toucher des différents publics. Quand on parlait de
de mise en agenda et d'évaluation des politiques publiques, en effet, en amont, en aval. Moi, je rejoins les propos où il y a vraiment des évolutions aussi des politiques publiques. Alors, on voit un côté interministériel, voilà, où ça y est, on commence à travailler en différents ministères. Il y a, moi, j'en atteste, puisqu'on a pu signer un premier CEPOM avec l'ARS, mais à partir d'indicateurs, d'évaluation aussi, qui vont être et en lien avec toutes les données de Santé publique France. Mais par contre, là où je souhaiterais en effet qu'on puisse faire le pas de côté, c'est la place, mais c'est mieux en le disant, de nos publics. Alors on parlait entre le social et la santé, il y a le médico-social, dont je fais partie, Addiction France, donc qui est une approche aussi où on est sur une approche pluridisciplinaire et au regard des personnes que nous accompagnons, et la notion de médiateur santé-pair, du coup, où les gens que nous accompagnons, via de la formation par contre, parce que en effet, on est des fois sur des personnes qui ont eu des parcours de conduite addictive depuis des années et qui sont stabilisées, peu ou prou, mais du coup qui suivent des parcours du coup de formation pour être aussi pairs et pairs vis-à-vis de leur groupe. Donc ça, c'est vraiment un levier. Alors, le pas de côté, c'est, on parlait en effet, les contrats locaux de santé, donc la mairie, j'ai bien entendu ce noyau-là. Moi, je me dis, il y a l'Association des maires de France. Alors là, on a vu l'actualité, bon, c'est peut-être pas là le moment de... Mais il y a le RTES, je ne sais pas si vous connaissez, le réseau des territoires des élus de l'économie sociale et solidaire, dont gère cette initiative, puisqu'elle a été portée par la Comcom. Voilà, donc c'est des élus qui sont déjà plus sensibilisés, je dirais, à toutes ces thématiques-là, et qui peut être avec l'agence régionale aussi des régions, sauf que c'est une compétence qui n'est plus au niveau de la région. Donc moi, je pense que tous ces réseaux-là d'acteurs, mais y compris au niveau d'instances. Alors certes, la région n'a plus la compétence, mais le CSER peut se saisir d'autosaisine sur ces questions-là. Voilà, juste un petit peu comme ça, à chaud. Juste sur le périmètre. Oui. Dernière intervention, Évangéline. Tu as la primeur. Vas-y. Je me fais venir maintenant. Ouais. Juste la question du périmètre, on parlait de la mairie. Au niveau des contrats locaux de santé, la majorité des contrats locaux de santé, on est à l'échelle de l'intercommunalité. Et effectivement, il faut le redire, les présidents des intercommunalités, c'est voilà, l'élu à cibler, les associations d'élus, santé publique et territoire, enfin voilà, toutes les associations de santé, d'élus qui travaillent sur la santé, les associations d'élus tout court, voilà, on ne pourra pas faire sans eux. Et juste un complément d'information, au sein de notre groupe de travail, on a créé 3 sous-groupes de travail, dont l'un qui est piloté par M. Hangard, qui est président de l'association des élus locaux chargés de la santé et qui travaille justement pour mettre en place des outils de communication vis-à-vis des élus locaux. Et donc ça, c'est un travail qui est en cours. Et voilà, les 2 autres groupes de travail qui existent, c'est le deuxième qui est piloté par Yvan Machetto en direction des professionnels de santé, et un 3e groupe qui est en direction des inégalités sociales de santé en milieu rural. Voilà. Piloté par Mme Delagne, qui est présente dans la salle. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève cette table ronde. Il y avait besoin, et à mon avis, il y a encore besoin.